l'actualité ce soir, le Conseil d'orientation du programme d'urgence pour le Sahel est au rapport. Plus de 50% de taux d'exécution en 2018 et environ 50 milliards de francs CFA d'investissement pour le Sahel à la même période. Face au Premier ministre ce matin, les membres du comité se sont voulus plus explicites. Images et témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, ce 15 mars est célébré dans le monde comme Journée mondiale des consommateurs. Au Burkina Faso comme ailleurs, ce sont des droits fondamentaux comme le droit de choisir, le droit d'être informé et le droit à la sécurité qui sont célébrés, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, alors que des nappes de pétrole continuent de dériver au large des côtes françaises, menacées par une nouvelle marée noire après le naufrage des navires de commerce, la Grande America, l'association Robin des Bois, réclame davantage de contrôle dans les ports européens pour exprimer le chargement des navires, mais aussi éviter des catastrophes écologiques. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de commencer, sachez que le président du Faso est arrivé ce vendredi à N'Djamena, au Tchad, où il prend part au premier salon de l'agriculture. C'est le CILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, qui est porteur du projet de la manifestation. Le salon a pour objectif de stimuler les politiques nationales et régionales dans le but d'une meilleure transformation des chaînes de valeur agricoles. Et sitôt arrivé, le président Roch-Marc Christian Kaboré a visité l'exposition du salon et s'est exprimé à la fin de sa visite. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial, Frédéric Etienne Bassenga. Je dois dire que je suis vraiment impressionné de voir un peu la diversité de la culture, la diversité dans la recherche, notamment dans la production de graines, et vraiment de voir l'enthousiasme qui anime tous les acteurs du monde agricole. Je voudrais dire que, en tout cas, nous ne pouvons que saluer ces travailleurs laborieux dont les résultats dépendent de la pluie, mais qui chaque jour se battent pour pouvoir satisfaire l'aspect alimentaire de nos populations. Nous devons les encourager et c'est pourquoi le Safagri, qui a sa première édition au Tchad, doit être encouragé, doit être soutenu. On doit faire en sorte que les différents pays africains nous y participons parce que l'agriculture, c'est l'avenir de notre continent. En termes d'alimentation, en termes d'exportation, parce que nous avons des produits qui peuvent être de qualité si nous les labellisons, si nous les industrialisons. Je pense que nous pouvons aller de l'avant. C'est ce que je retiens et c'est pourquoi nous allons nous préparer pour la deuxième édition en 2020 pour faire de Safagri une activité qui soit permanente pour les Africains. Dans l'actualité ce soir, le Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel était en session ce vendredi 15 mars à l'ordre du jour de la rencontre, l'examen de l'exécution du programme en 2018, mais aussi l'examen du plan de travail annuel budgété de 2019. Pour le bilan, il ressort que plus de 50% des activités ont été exécutées malgré un contexte sécuritaire difficile et au plan financier, les dépenses engagées sur la période s'élèvent à plus de 47 milliards de francs CFA. Idrissa Warga, Pascal Kané. À l'heure du bilan du programme d'urgence pour le Sahel ce matin, les sourires en disent long sur la satisfaction des acteurs. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le programme d'urgence pour le Sahel a pu réaliser plus de la moitié de ses activités. Renforcement des capacités, aide à la résilience des populations et infrastructures, le plus à accompagner la stratégie militaire dans cette région durement éprouvée par le terrorisme. Nous avons un taux de 51,9% de taux de réalisation des activités physiques sur le terrain. Ça veut dire que sur près de 285 activités qui ont été planifiées en 2018, nous avons pu mettre plus de la moitié des activités, ce qui est pour nous un motif de satisfaction. Au regard des difficultés au travers lesquelles le programme s'est exécuté cette année, notamment la question de l'insécurité qui demeure, où des entreprises sont constamment persécutées, il y a des abandons de chantier. Des résultats confirmés par le gouverneur de la région du Sahel, principal bénéficiaire de ce programme. Sur le terrain, selon le gouverneur, l'impact positif sur les capacités de résilience de la population est bien perceptible. Si vous allez sur le terrain aujourd'hui dans la région du Sahel, vous allez remarquer que sur tout ce qui est infrastructure publique, je parle notamment de l'administration, des forces de défense et de sécurité, des programmes eau, assainissement et autres, vous allez voir des réalisations. Vous allez voir des réalisations
et la population, effectivement, a une très bonne appréciation de l'exécution de ce programme parce que ça a permis de changer, en tout cas, la vie des gens. Et donc, il y a un impact très positif sur le plan développement au niveau de la région. Au cours de cette session, le plan de travail de 2019 est également adopté. Cette année, le plus s'élargit à 3 autres régions qui sont la Boukoun de Mouhoun, la région de l'Est et le centre-Est. 146 milliards seront dépensés dans ces régions sensibles. 70% du financement est déjà un acquis. 2 barrages pour les communes de Ipelcé et de Doulougou. Le lancement des travaux de construction est intervenu ce jeudi en présence du ministre en charge de l'eau. Les ouvrages vont coûter 3 milliards de francs CFA pour leur réalisation. Explication Nongba Kouda et Tangarouber Kafando. Ce coup d'épelle marque le lancement officiel des travaux du barrage de Gitsi, commune de Doulougou, dans le Bazéga. Un barrage d'une capacité de 1 200 000 m3 d'eau selon les prévisions et entièrement financé par le budget de l'État, gestion 2019. Et la cérémonie qui a consacré le lancement des travaux a été l'occasion pour les populations bénéficiaires d'exprimer leur satisfaction et pour le ministre de revenir sur l'historique du projet. Ce barrage va nous coûter la bagatelle de 1 440 000 000 de francs CFA. Il faut dire que c'est un ouvrage qui était attendu. Il y en a qui disent qu'il y a 40 ans, il y en a qui disent qu'il y a 30 ans. De mon expérience, c'est au moins les années 2003-2005 que les premières études ont été faites. Nous avons dû effectivement les réactualiser. Il faut aussi souligner que cet ouvrage a été promis par son Excellence, le président du Faso, lors donc de sa tournée de campagne dans cette commune. Et donc nous sommes aujourd'hui satisfaits que cette promesse-là se réalise. Après Gitsi dans la matinée, c'est à IPLC dans l'après-midi que le ministre Ambroise Nyuga-Wedrawet allait lancer les travaux d'un autre barrage d'une capacité relativement supérieure à celui de Gitsi, soit 1 500 000 m3 d'eau. Depuis avant notre naissance, jusqu'aux nos parents ont ramassé des cailloux posés sur les lits. Nos grands frères, nos petits frères ont continué la lutte en 98-99 jusqu'à la communication intégrale en 2006. Mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, bon, c'est notre chance. Et c'est l'entreprise JOS SA qui est en charge des travaux dans les 2 sites. Elle a 6 mois pour livrer les ouvrages. Et le ministre de l'eau et de l'assainissement a insisté sur 2 choses, la qualité de l'ouvrage et le respect des délais. Transformer les déchets plastiques en matière première, le ministère en charge de l'environnement soutient le privé à travers une convention. L'accord prévoit un soutien aux initiatives de fabrication d'objets utilitaires à partir des déchets plastiques. Tout cela participe de l'amélioration du cadre de vie à travers la lutte contre le péril plastique, mais aussi contribue à la création d'emplois. Plus de détails avec Maxime Zongo. Ces tables-bancs et bien d'autres objets utilitaires sont des produits exclusivement issus des déchets plastiques. Des initiatives privées encouragées et accompagnées par le ministère en charge de l'environnement dans le cadre de son combat au quotidien contre la prolifération des sachets plastiques. En scellant ce partenariat avec l'entreprise TECO, l'objectif est de mettre définitivement fin à ce fléau. Aujourd'hui, je pense que c'est un bel exemple de collaboration avec une entreprise que nous trouvons éco-citoyenne parce que les objectifs de cette entreprise s'inscrivent dans la logique de notre département et du gouvernement qui est justement d'assainir le cadre de vie des populations. En sollicitant l'appui du privé, dans la lutte contre le péril plastique, il est question d'innover. Si le produit n'était pas innovant, on ne pourrait pas donc arriver à cette signature de collaboration. De 2, cela traduit en fait la disponibilité de la matière première, qui sont les déchets plastiques qui sont stockés depuis 2014 par le ministère. Et de 3, cela atteste en fait l'engagement du ministère de l'Environnement et du gouvernement burkinabé à pouvoir donc encourager les jeunes entrepreneurs et des start-up innovants. Les sachets plastiques de toutes marques sont les produits à base desquels TECO fabrique ces objets utilitaires. Et à travers ce protocole, le ministère en charge de l'environnement, par le canal du projet traitement et valorisation des déchets plastiques, fournira à TECO des déchets plastiques en échange des produits finis.
L'amicale des anciens stagiaires et boursiers de la JICA au Japon organise à Bobo-Dioulasso une conférence publique à l'ENAREF au profit des élèves stagiaires de l'École nationale des eaux et forêts. Il a été question du concept Kaizen, un concept pluridisciplinaire basé sur un développement endogène et donc le thème de la conférence en question. Explication, Saturne Ismaël Paris. Le Kaizen, un modèle de développement japonais, expliqué aux étudiants de l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso. Cette initiative est de l'amicale des anciens stagiaires et boursiers burkinabés du Japon. Elle démontre ici les avantages de ce modèle de développement. C'est vraiment le socle de leur développement économique. Vous savez bien, c'est un pays vraiment sans ressources naturelles, le sous-sol est très pauvre. Et le pays est menacé par les calamités naturelles, les séismes, les volcans. Mais malgré tout, à cause de cette valeur, cette culture de valeur de la chose publique, l'humilité, ils ont pu vraiment se hisser au niveau mondial, économiquement, deuxième ou troisième rang. Alors donc, ce sont des valeurs que nous pouvons peut-être adopter au niveau national. Nous ne sommes pas bien comment dire, la nature ne nous a pas bien dotés. Si nous nous appuyons de cet exemple-là, je pense qu'on peut vraiment se développer. À travers cette conférence, le Kaizen, ce modèle de développement basé sur des valeurs humaines, n'est plus un secret pour ces futurs agents de l'administration publique burkinabé. Nous sommes vraiment ravis d'avoir eu de nouvelles connaissances sur ce principe de travail et qui va nous aider également à mieux servir notre nation, à mieux nous organiser pour apporter notre appui à tout ce qui se passe en matière de développement de notre nation. Créée en 2002, l'amicale des anciens stagiaires et boursiers burkinabés du Japon fait la promotion de la culture du pays du soleil levant. Cette association œuvre également au renforcement des liens d'amitié entre le Burkina Faso et le Japon. D'une conférence à l'autre, les enjeux des élections de 2020 au Burkina Faso sont discutés à Ouagadougou. C'est le Centre pour la gouvernance démocratique CGD qui est aux commandes à travers une conférence ce jeudi 14 mars. L'objectif étant de souligner l'importance des échéances électorales à venir pour le Burkina dans un contexte sécuritaire préoccupant et de controverses sociopolitiques. Konsoum Koulibaly, Christine Koulibaly. 2 heures d'horloge pour échanger sur un sujet aux énormes enjeux, les élections de 2020. Dans un contexte sécuritaire préoccupant, comment tenir l'échéance avec une implication de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, avec un code électoral qui ne fait pas l'unanimité, autant d'inconnus qui préoccupent. La situation n'est pas désespérée, mais elle est très critique. Si les hommes politiques ne se réveillent pas, nous allons droit dans le mur. Parce que les défis qu'on a soulevés sont énormes. Alors que si les élections ne sont pas tenues à bonne échéance, vous avez déjà entendu, il y aura une situation difficile à gérer. Donc il est bon que, quelque part, on soit à même de comprendre qu'aujourd'hui, le temps est compté. Le temps est aussi compté pour l'organisme de gestion de ces élections, la CENI, qui a traversé une crise interne et qui accuse un retard par rapport à son chronogramme. Effectivement, on est un peu en retard au regard de l'acquisition du matériel que nous devrions avoir pour nous permettre de dérouler notre programme. Mais ce retard, je pense que c'est quelque chose qui peut être rattrapé. Autant de préoccupations qui ont suscité la tenue de ce panel sous l'égide du Centre pour la gouvernance démocratique. En tant que think tank, laboratoire de recherche, notre but, notre vocation est de produire des outils d'aide à la décision et mettre ces outils-là à la disposition des dirigeants pour qu'ils puissent en tout cas s'en servir pour prendre les décisions adéquates afin de permettre au Burkina Faso justement d'atteindre l'objectif des élections de 2020 dans un climat apaisé et des résultats acceptés par l'ensemble des acteurs. Ces acteurs, les différents panélistes les ont appelés à y mettre de la bonne volonté afin que le Burkina Faso sorte de ces élections encore plus grandies en matière de démocratie. L'association Jeunesse, Culture et Développement a organisé ce mardi 12 mars à Bobo-Dioulasso une formation sur la participation citoyenne et la bonne gouvernance démocratique à l'endroit des élus locaux et des organisations de la société civile. Cette formation entre dans le cadre d'un projet initié par la dite association et qui est à sa 2e phase d'exécution.
Carole Tougouma sur place à vous. Des élus locaux et organisations de la société civile de la région des Hauts-Bassins renforcent leurs capacités en matière de participation citoyenne et de gouvernance démocratique. Un projet initié par l'association Jeunesse, Culture et Développement. Le projet s'adresse effectivement aux organisations de la société civile et aux collectivités locales. Voilà, c'est-à-dire les communes avec lesquelles nous allons travailler, il y a un certain nombre d'activités avec lesquelles nous allons le faire ensemble. Il y aura la participation des OSC au niveau des conseils municipaux. D'habitude, les gens ne participent pas. Mais maintenant, nous avons demandé aux maires et aux OSC d'être ensemble, de participer ensemble pour que la commune puisse marcher. Il faut que nous tous nous donnons la main dans la main. Toute chose qui devrait permettre la bonne marche des communes et contribuer à une meilleure prise de décision. L'interpellation, en tout cas de ces présidents des collectivités par les organisations de la société civile, s'est passée de façon désordonnée, c'est-à-dire pas coordonnée. Mais aujourd'hui, grâce à l'intervention du projet dans beaucoup de domaines de sensibilisation de ces organisations de la société civile, ils ont pu se recadrer et pouvoir maintenant nous donner de bonnes lectures, en tout cas aux actions posées par les présidents des collectivités et faire des interpellations citoyennes. Ce projet est à sa deuxième phase et son exécution se fait avec l'appui de l'ONG Oxfam et de l'ambassade du Danemark. Au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, 6 témoins sont passés à la barre ce vendredi, des témoins cités par des accusés à leur décharge. Le sergent Nobila Sawadgo en a fait citer 3 pour démontrer son absence le 16 septembre 2015 à la présidence du Faso au moment de l'assaut sur le Conseil des ministres. L'accusé Médard Boué, lui, a fait venir 3 autres témoins pour démontrer sa présence dans la sécurité de Macky Sall au moment des faits. Draman Guéné. Le soldat Nobila Sawadogo a cité son oncle Constant Mioré Di Salam pour démentir la déclaration de ses co-accusés selon laquelle l'accusé était parmi le commando qui a interrompu le Conseil des ministres. Pourtant, l'accusé soutient être venu à la présidence à 17h après l'arrestation des autorités de la transition. Alors, son oncle Constant Mioré Di Salam et Dame Rufine Sawadogo sont venus déclarer être avec le sergent Nobila Sawadogo le 16 septembre jusqu'à 14h. Son ancien collègue, le sergent Jean Nyonli, lui aussi est venu témoigner avoir constaté l'arrivée de l'accusé au camp à 17h. Le sergent-chef Médard Boué, lui aussi, a fait venir 3 témoins à sa décharge. L'adjudant-chef major Youssouf Guiré affirme avoir été sollicité par la femme de l'accusé afin de convaincre ce dernier de ne pas s'associer au coup de force. Ce n'est que le 22 septembre 2015 que l'accusé s'est présenté aux témoins après avoir pu s'échapper du RSP. C'est alors le premier soldat à faire défection selon les termes de l'accusé. Le témoin, le capitaine Moussa Moïse Kaboré, lui était l'aide de camp du président sénégalais Macky Sall quand ce dernier était au Burkina pour la médiation. L'accusé Médard Boué était affecté dans l'unité du capitaine pour la sécurité du président sénégalais. Il confirme avoir effectué la mission avec l'accusé du 18 au 20 septembre 2015. Le sergent-chef Médard Boué a cité aussi son frère Germain qui affirme que l'accusé était à la maison toute la journée du 16 septembre, donc il n'a pas participé selon lui à l'interruption du Conseil des ministres. Il témoigne aussi qu'un groupe de soldats du RSP avait effectué une visite punitive au domicile à la recherche de son grand frère le 22 septembre pendant que celui-ci s'était déjà rendu. Le lundi prochain, l'expert Younoussa Sanfo sera à la barre en tant que témoin du parquet. C'est lui qui a effectué l'expertise des téléphones des accusés. Dans l'actualité ce soir, le 15 mars 1962, le président américain John Fitzgerald Kennedy était le premier leader mondial à proclamer les droits des consommateurs et depuis lors, les 15 mars de chaque année sont célébrés dans le monde comme la journée mondiale des droits des consommateurs. Au Burkina Faso comme ailleurs, ce sont des droits fondamentaux comme le droit de choisir, le droit d'être informé et le droit à la sécurité qui sont célébrés. À l'occasion de cette journée du 15 mars, la Ligue des consommateurs au Burkina, à travers une conférence de presse, relevait des inquiétudes sur les services en matière de technologie, de l'information et de la communication. Ini Janine Kamire. Il ressort
lors de la conférence de presse animée par la Ligue des consommateurs à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs que l'émergence des technologies connectées représente de nouvelles opportunités pour le consommateur. Cependant, elle représente également une importante source d'inquiétude avec une absence de clarté sur les responsabilités de chacun en cas de problème, d'où le thème des produits connectés de confiance. Les consommateurs doivent avoir accès à une connexion Internet rapide, de qualité et abordable, afin de pouvoir tirer profit des opportunités offertes par les technologies de l'Internet des objets. C'est alors le lieu pour la Ligue des consommateurs du Burkina de dénoncer une fois de plus et sans réserve les pratiques peu orthodoxes et mafieuses des compagnies de téléphonie et le silence coupable de l'ARCEP. La Ligue des consommateurs interpelle la Sonabel et l'ONEA sur la qualité de leurs prestations. Elle constate également la prolifération de plus en plus sur le marché de produits alimentaires impropres à la consommation humaine et animale, constituant du coup un danger permanent pour la santé. La LCB tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'elle a été alertée par les associations sœurs d'une cargaison de riz de mauvaise qualité portée par le navire Océan Princess. Ce riz refusé par les autorités guinéennes depuis novembre 2018 et celle du Togo en janvier 2019 sans prendre la destination du Burkina Faso. En vue d'assainir l'environnement de la consommation et de préserver la santé des populations, la Ligue des consommateurs propose au gouvernement le renforcement du dispositif réglementaire en termes de contrôle et de sanctions et aux populations l'adoption d'une culture de dénonciation de tout produit de qualité douteuse. Et puis la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, organise une campagne de sensibilisation sur l'usage des technologies de l'information et de la communication au profit des jeunes filles du collège de Lumbila. Une campagne destinée à amener ces adolescentes à utiliser à bon escient les technologies de l'information et de la communication. Maxime Zango. Que font les jeunes filles sur Internet? Une problématique qui a conduit la Commission de l'informatique et des libertés à faire le déplacement au collège des jeunes filles à Lumbila. À travers un cours théorique et des questions-réponses, la CIL a expliqué à ces jeunes filles les avantages et les inconvénients de l'usage excessif de l'Internet et des réseaux sociaux. La finalité de cet exercice est de les amener à utiliser les technologies de l'information et de la communication à bon escient. Toute chose qui passe nécessairement par la protection des données à caractère personnel. Les jeunes divulguent aujourd'hui beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments sur leur vie privée, leurs données personnelles notamment, des images compromettantes ou partagent de fausses nouvelles qu'ils reçoivent, dont ils ne vérifient pas la véracité, qu'ils les partagent au sein de la société. Et ces partages peuvent leur nuire comme nuire à la société. Donc nous accompagnons la jeunesse à de meilleurs comportements responsables. Cette approche éducative au profit des jeunes filles est appréciée par les premiers responsables du centre pour qui l'Internet et les réseaux sociaux sont des armes à double tranchant. Notre attente est que vraiment ces élèves prennent en compte ce qu'on est en train de leur apprendre. Il faut vraiment qu'ils inculquent ça au quotidien, dans leur pratique quotidienne, pour ce qui est de l'usage de l'outil informatique. À cette occasion, ces professionnels du numérique ont partagé avec ces élèves les textes qui régissent le secteur. Il s'agit des dispositions légales qui peuvent sanctionner les personnes qui ne traitent pas les données personnelles en conformité avec les textes en vigueur. 14 mars 1986, 14 mars 2019, la station régionale de Gawa, appelée Radio Gawa, célèbre 33 ans d'existence. Durant cette période, ce sont des agents dévoués, sans parfois les moyens nécessaires, qui se sont mis à la tâche pour son rayonnement. Le témoignage de l'un d'entre eux, rencontré par Lambert Souma. Bala Ouattara est la mémoire vivante de Radio Gawa. Il fait partie des tout premiers bénévoles qui ont contribué à l'ouverture de la station. Je suis le premier chauffeur à Radio là.
Je suis le premier chauffeur recruté comme pigiste avec d'autres agents comme Marie-Christine, Hélène et Bruno Cambou. Nous avons enduré beaucoup de souffrances. Si nous cherchions de l'argent, nous serions partis ailleurs. C'est grâce aux directives de Thomas Sankara que nous sommes restés. 33 ans après, qui mieux que lui peut aborder la question de l'amélioration des conditions de travail à Radio Gawa? À l'époque, je percevais 25 000 francs par mois et les autres 10 000 francs. Pour les missions, c'était 2 500 francs. Actuellement, on perçoit des frais de restauration, d'hébergement. On travaille dans de meilleures conditions. Correspondant départemental de Radio Gawa pendant une dizaine d'années, lié léger sommet du le sorcier Matumba a vu évoluer la maison. Non, la Radio Gawa a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Avant, pour avoir le téléphone, c'était c'est la croix à la bannière. Les préfets ne voulaient pas donner. La gendarmerie même à toi, ils vous donnent, ils vous écoutent. Avant, là, pour avoir la télé ici, il fallait quitter Ouaga ou Bobo. C'est Ouaga et Bobo qui venaient couvrir les événements. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça est à notre porte. On est dans la maison. En 1998, quand il arrivait à Radio Gawa, celle-ci ne possédait qu'un véhicule en mauvais état. Aujourd'hui, il y a une certaine évolution. Il y a vraiment une amélioration côté travail. Aujourd'hui, au niveau du parc, je peux dire qu'on a au moins ces 5 véhicules. Et aujourd'hui, je veux dire, il y a 2 qui sont en mauvais état. Les gens qui étaient dans la boîte, on dépasse même une quinzaine. Mais aujourd'hui, on trouve nous sommes jusqu'à 40. Je me dis à quelque part, vraiment, ça va. Des regrets, certains pionniers du Radio Gawa en ont. La radio, on m'a oublié, mais Dieu m'a aimé. Dieu va me décorer. Je suis très content. En 1998, ce n'était pas en 2000 si vous êtes intégré. Comme je ne suis pas la seule personne dans ces situations-là, si ce n'est pas de la patience, vraiment, il faut avoir longue vie aussi. Malgré tout, ils invitent la nouvelle génération à pérenniser cet outil. C'est ce 14 mars que Radio Gawa célébrera son 33e anniversaire. Les fidèles chrétiens célèbrent la messe chrismale, une messe qui a lieu durant la semaine sainte selon l'Église catholique. Nathalie Sawadgo. C'est la messe chrismale ici à l'église Notre-Dame du Rosaire de Kolgnaba. C'est ce jeudi que les prêtres et les religieux renouvellent leurs promesses sacerdotales. Cette messe chrismale, comme vous l'avez vécu, comporte un certain nombre d'éléments. Outre la parole de Dieu, la table de la parole qui est partagée à toute Eucharistie, les prêtres sont invités en ce jour-là à renouveler leurs promesses, leurs engagements sacerdotaux, leurs engagements pastoraux, pour être vraiment des pasteurs selon le cœur de Jésus, selon le cœur de Dieu lui-même. Autre grand moment de cette célébration eucharistique, la bénédiction des huiles saintes. Nous avons béni les huiles qui vont servir tout au long de l'année pour la sanctification du peuple de Dieu. Il y a eu d'abord l'huile des malades, donc c'est cette huile qui va servir à donner le sacrement des malades à tous ceux qui souffrent. Nous avons béni l'huile des catéchumènes, donc beaucoup d'adultes vont être baptisés à Pâques. En outre, nous avons consacré ce qu'on appelle le Saint-Crème. Et en ce temps de carême, le cardinal invite les chrétiens et tous les Burkinabés à plus de prières pour la paix et à manifester de façon concrète leur solidarité avec les personnes démunies ou qui sont dans la souffrance. Et puis je le disais en titre, alors que des nappes de pétrole continuent de dériver au large des côtes françaises menacées par une nouvelle marée noire après le naufrage des navires de commerce italien le Grand America, l'association Robin des Bois réclame davantage de contrôle dans les ports européens pour examiner le chargement des navires et éviter ainsi des catastrophes écologiques. Et puis, toujours à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, une attaque avisée, 2 mosquées faisant des victimes. 49 personnes ont perdu la vie à travers cette attaque. Les dirigeants internationaux condamnent l'attaque.
Au moins 40 morts et une vingtaine de personnes gravement blessées. C'est le dernier bilan des attaques terroristes qui se sont déroulées dans 2 mosquées de Christchurch, ville côtière de l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Les autorités qui ont bouclé la zone ont demandé la fermeture de toutes les mosquées en ce vendredi de prière. Les 2 lieux de culte musulmans visés se trouvent assez éloignés dans la ville. Selon le gouvernement, un tireur serait un extrémiste de droite australien. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a placé le pays en état d'alerte élevée. Ce que je peux dire, c'est qu'il est clair que c'est l'un des jours les plus sombres de la Nouvelle-Zélande. Ce qui s'est passé est un acte de violence sans précédent. Il n'y a pas de place en Nouvelle-Zélande pour de tels actes d'une violence extrême et sans précédent. On ne connaît pas le nombre exact d'attaquants, mais sur les réseaux sociaux est apparue une vidéo tournée par un tireur, retirée depuis, et les témoignages de l'horreur affluent. Ça a commencé dans la salle principale, parce que le tireur a dû entrer par le hall. J'étais dans une pièce à côté, je n'ai pas vu le tireur, mais j'ai vu des gens arriver en courant dans ma salle. Certains avaient du sang sur eux, certaines personnes boitaient. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était grave. Selon une source policière, 4 personnes ont par ailleurs été appréhendées non loin des lieux des attaques. Il s'agirait de 3 hommes et d'une femme. Des engins explosifs auraient été découverts dans leur voiture, coincés par la police. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite du programme.